Bonjour François Asselineau. Bonjour Irina et bonjour à tous les téléspectateurs du dialogue franco-russe. Merci de revenir au dialogue franco-russe. Vous êtes président de l'UPR et vous avez fondé en 2007. Vous animez également UPR TV qui marche très bien. Vous considérez que la bonne relation avec la Russie est importante pour l'Europe et pour la France. Évidemment, vous êtes pour Frexit. Ma première question concerne la géopolitique et la relation, les négociations entre notamment les États-Unis et la Russie. Elles sont complexes, mais existent puisque les États-Unis et la Russie continuent à parler. Et ça, c'est le plus important. Tandis que l'Europe n'a pas sa voix. Les chefs européens, tels que français ou si on parle du chef britannique, ne souhaitent plus renouer le dialogue avec la Russie. Est-ce que c'est une vraie impasse européenne ? Oui, je pense que c'est une impasse et qui va d'ailleurs au-delà de la Russie. Je pense que nous sommes en train de constater ce que je ne cesse de dire depuis que j'ai créé ce parti politique il y a 18 ans, c'est que la construction européenne, dans son principe, est faux. C'est un faux principe. Parce que l'on force des pays à s'intégrer dans une structure supranationale dont on ne connaît pas le terme, d'ailleurs. On ne sait pas quelle sera Vous savez, on parle de construction du socialisme, mais quand est-ce que le bâtiment sera disponible? C'est comme la construction du socialisme, hein. Construction européenne, on ne sait pas quel en sera le terme. Mais on met un nombre croissant de pays dans une structure comme s'ils avaient des intérêts communs, au motif qu'ils sont sur un même continent. Mais c'est complètement faux. Et notamment vis-à-vis de la Russie. Il y a des États, notamment les pays baltes par exemple, qui, pour des raisons historiques, religieuses, ethniques, et j'en passe, n'aiment pas les Russes. C'est comme ça. Bon. Qui est une Estonienne, d'un pays d'1,3 million habitants, donc, qui prétend être la ministre des Affaires étrangères d'un ensemble de 450 millions d'habitants. Et parmi les autres pays, la France, par exemple, je ne parle pas de Macron. Macron, c'est un accident de l'histoire. Mais la France, normalement, les intérêts nationaux de la France, c'est au contraire d'être en très bons termes avec la Russie. C'est ce que disait De Gaulle. De Gaulle disait qu'à chaque fois dans sa longue histoire millénaire, à chaque fois que la France a été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois qu'elle a été en mauvais termes, ça a été des mauvais moments de l'histoire de France. Ce que disait De Gaulle en 64-65. Et De Gaulle meurt en 1970, mais regardez, 55 ans après, il a encore raison. Voilà. Nous, notre intérêt, je ne parle pas de Macron, mais notre intérêt national à nous serait d'avoir des très bonnes relations avec le Kremlin, de telle sorte qu'au moment de cette affaire ukrainienne, la France aurait pu apparaître comme une espèce de nation faisant les bons offices et permettant d'avoir un rôle international, ce que d'ailleurs De Gaulle avait fait. Rappelez-vous par exemple que les négociations de paix entre le Viet Cong et les États-Unis, à la fin de la guerre du Vietnam, se sont tenues à Paris. Parce que toutes les parties trouvaient que finalement la France était le seul pays acceptable. Bon. Malheureusement, nous sommes entrés dans cette construction européenne, qui est une construction idéologique, et où tous les pays tirent à U et à dia. Alors en plus de ça, nous avons un problème en France particulier, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, en fait, ne représente pas les intérêts de la France, ni les intérêts du peuple français, il représente les intérêts de l'oligarchie qui l'a catapulté au pouvoir, en mettant sous le boisseau l'ensemble des médias et des instituts de sondage. Donc, tout le monde sait que Macron a bénéficié d'avantages outrageants en matière électorale, et que beaucoup de Français se sont laissés un peu duper en votant pour Macron. Et en ce moment, nous assistons en France à une propagande d'État comme je n'ai rarement vu, peut-être même jamais vu depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu ça. Un tel bourrage de crâne anti-russe pour assouvir les intérêts, même pas de Macron, mais des gens qui sont derrière Macron, en fait. Mais vous voyez bien que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que Macron est en train de faire la preuve du contraire de ce qu'il voulait prouver. Il a proposé une défense européenne, mais parmi les 27 États de l'Union européenne, vous avez ce que j'appelle des États fous furieux, enfin des dirigeants fous furieux. Il y a Macron, il y a Mme Kaja Kallas, qui sont dans cet État. Mais vous avez d'autres pays, d'autres chefs d'État ou de gouvernement qui, eux, sont dans une position totalement différente.
la Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie de M. Robert Fico, même l'Espagne et le Portugal sont très hostiles au caractère belliciste de l'Estonie ou de la France. Madame Meloni elle-même essaye de rester en bons termes un peu avec Moscou, un peu avec Washington. Et elle a dit, par exemple, qu'il était hors de question qu'elle envoie des troupes en Ukraine. De telle sorte que Macron, qui prétendait faire une défense européenne, il est obligé de se tourner vers le Royaume-Uni. Or, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, et Macron nous disait il y a quelques années que le Royaume-Uni s'effondrerait, mais il est obligé de se tourner aussi vers le Canada ou vers la Turquie, ce qui signifie que Macron est en train d'expliquer à son corps défendant que le concept de défense européenne, ça ne marche pas. C'est ça qui est intéressant. Alors tout ça est perclus de contradictions, avec des chefs d'État et de gouvernement qui ne vérifient pas s'ils ont l'accord du peuple. Par exemple, en France, je suis persuadé que s'il y avait un référendum en France en ce moment sur la position de la France, il y aurait une majorité de Français qui seraient contre l'engagement de soldats français en Ukraine. Donc on est dans une espèce de semi-dictature. Voilà, on est dans une construction idéologique qui, à mon avis, est entrée en phase terminale, puisqu'on n'en comprend plus l'objectif. Elle est percluse de contradictions. Les résultats économiques sont effroyables. Le niveau de vie des gens s'effondre. Elle perd en influence. Ça ressemble à la fin de la construction du socialisme. Dans ce contexte-là, imaginons, s'il n'y a pas de Frexit dans les années à venir, comment voyez-vous justement le futur de l'Union européenne, puisque, comme vous dites vous-même, les leaders ne sont pas d'accord sur des sujets majeurs? Alors ça peut durer encore quelque temps. Moi, personnellement, j'ai créé un parti politique il y a 18 ans pour dire que de toute façon, ça finira par exploser. Bon. Et simplement, c'est comme dans les Saintes Écritures. Nul ne sait le jour ni l'heure. Voilà. Ça peut être dans 6 mois, dans 5 ans, dans 15 ans. Bon. Ce système ne pourra pas durer. Voilà. On en voit tous les prémices et c'est ce que je viens de dire. Donc ce qui peut se passer, c'est que ça peut durer encore quelques temps, mais il y a des phénomènes de désagrégation importants. Et il y a d'abord et avant tout le problème économique et financier. La France, elle est au bord de la ruine. C'est vraiment très grave ce qui se passe en France. Macron, qui a vraiment, on se demande s'il l'a fait exprès ou pas, mais il a placé la France dans une situation financière absolument épouvantable. Et on en est maintenant, bientôt le premier budget de l'État, ça va être les remboursements des intérêts, même pas du capital, et on continue à s'endetter. De telle sorte qu'il est possible que des agences de notation américaines, Standard & Poor's ou Moody's, dans 6 mois, dans 1 an, déclassifient la France, qui déjà a double A-, et le passe en A+. Alors c'est des choses techniques, mais qu'il faut que les gens qui s'intéressent au vrai sujet aient bien à l'esprit, parce que si on passe de double A- à A+, il y a aussitôt des quantités d'investisseurs internationaux, des fonds d'investissement américains, qui ne pourront plus acheter de la dette française parce que, pour des questions de solvabilité, des lignes fixées par leur conseil d'administration, ou bien par tout simplement leur ratio de solvabilité, vont décider de ne plus acheter les créances d'un État qui n'est plus coté au moins double A-. Donc la France va se retrouver dans une situation où il n'est pas exclu qu'on soit bientôt placé sous la tutelle du Fonds monétaire international, qu'on soit obligé de vendre. Donc je pense que la France en particulier va vers des graves événements politiques, économiques et financiers. En parlant des dettes, tout récemment, Volodymyr Zelensky a dit qu'il ne va pas rembourser ce que les Américains considéraient comme dette, argent aux États-Unis. Il dit que les fonds fournis par les États-Unis n'étaient pas des prêts, mais des dons. On comprend très bien que tout l'argent que l'Union européenne avait envoyé à l'Ukraine ne sera pas remboursé non plus, forcément. Le président français Emmanuel Macron est prêt à donner encore 2 milliards de plus. Ma question est suivante. Les États-Unis ne vont pas donner éternellement. À quoi sert ce maintien artificiel de l'Ukraine en vie? Parce que tout ce qui se passe maintenant, c'est justement, on fait prolonger 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et jusqu'à quand ça peut durer? Alors moi, je comprends la position russe. Je comprends la position américaine de Donald Trump, qui est une position rationnelle. À la limite, je comprends aussi la position de Zelensky, puisque finalement, il essaie de sauver sa peau et son pouvoir.
D'ailleurs, on sait que s'il y avait des élections en Ukraine, il ne serait certainement pas réélu. Il aurait son compétiteur principal qu'il a envoyé comme ambassadeur au Royaume-Uni, qui sans doute serait élu à sa place. Donc, sa position de Zelensky est rationnelle. Il s'accroche à son pouvoir. En revanche, il y a une position qui défie la rationalité, c'est la position de Macron. Puisque nos intérêts nationaux sont le contraire exact de ce qu'il fait. Je disais à l'instant que la France est dans une situation de quasi-faillite. Vous évoquez le fait qu'il a dit qu'il allait donner 2 milliards supplémentaires. Enfin, tous les Français qui vivent en France ou les étrangers qui vivent en France voient bien que nos services publics sont en pleine dégringolade. Maintenant, il y a 5h30 d'attente dans les hôpitaux. La mortalité infantile remonte en flèche, un peu comme à la fin du RSS d'ailleurs. Donc normalement, la rationalité voudrait qu'on arrête tout. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que Macron fait ça? Et également peut-être Keir Starmer pour le Royaume-Uni. Je pense que M. Macron obéit à des commanditaires, ceux-là même qui l'ont envoyé au pouvoir en France par une manipulation des instituts de sondage et des médias. Ce qu'on appelle l'État profond aux États-Unis, c'est-à-dire les néoconservateurs et les démocrates, ils ont perdu la Maison-Blanche. Et on a l'impression qu'ils ont perdu la Maison Blanche, mais ils ont mis encore plus la main sur l'Élysée ou bien sur le 10 Downing Street. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Voilà comment je peux vous donner cette raison. Ce qui est triste, si vous voulez, c'est que le peuple français, dans sa majorité, continue d'écouter les grands médias et reste apathique, enfin ronchonne, râle dans son coin, mais ne tire pas les conclusions. Et ce qui est encore plus triste, c'est de constater qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, où théoriquement il devrait y avoir une opposition, il n'y a pas d'opposition. Voilà. Le Rassemblement national, notamment, a bloqué la procédure de destitution de Macron qu'avait lancée la gauche. Le président russe Vladimir Poutine ne souhaite pas négocier avec Zelensky. On comprend pourquoi. Il le considère illégitime. Il le dit, et tout récemment, il a proposé, il a suggéré à l'ONU de prendre l'administration de l'Ukraine et d'organiser de nouvelles élections. Apparemment, Donald Trump n'a pas vu ça de bon œil. Il n'est pas tout à fait d'accord, mais comme j'ai dit, il continue à discuter. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là, au sujet de l'ONU? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette organisation aujourd'hui? De l'ONU ou... Ouais. Alors, vous savez, c'est comme on disait de la langue d'Ésope que c'était la pire et la meilleure des choses. Tout dépend quelle est l'interprétation qu'on en fait. Quand vous relisez la charte de San Francisco de 1945 qui crée l'Organisation des Nations Unies, il n'y a pas un mot à changer, c'est parfait. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'États qui n'appliquent pas la Charte des Nations Unies. Moi, ce que je note, j'observe beaucoup tout ce qui se passe, c'est que le président Poutine, c'est un homme qui raisonne en juriste, en droit international. Et même, d'ailleurs, l'intervention militaire spéciale qu'il a décidé de faire, moi, personnellement, j'étais quand même critique parce que je pense qu'il aurait dû aller devant la Cour internationale de justice auparavant, mais je reconnais quand même qu'il a effectivement utilisé, excipé d'un chapitre, d'un article de la Charte des Nations Unies pour venir un peu au secours d'une population menacée. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que il est un joueur d'échecs et qu'il a bien répondu, en fait, parce que Macron, Starmer ont une grosse ficelle. Ils ont dit on va installer pour faire des troupes pour assurer la sécurité, on va mettre des troupes de l'OTAN. Bon. Ça va pas. Il est évident que la Russie ne peut pas accepter qu'il y ait des troupes de l'OTAN qui soient en Ukraine, parce que justement c'est un des objectifs de l'opération militaire spéciale. Il y en a un premier, c'est de protéger les populations du Donbass, et un deuxième, c'est d'assurer la neutralité de l'Ukraine. Donc il va pas accepter qu'il y ait des armées de l'OTAN, même s'il n'y a pas le drapeau de l'OTAN, ce seraient des armées de l'OTAN qui seraient sur place. Il va d'autant moins l'accepter que sur le terrain, c'est quand même les Russes qui ont gagné. Mais je trouve qu'il est très intelligent de sa part d'évoquer l'hypothèse d'avoir des casques bleus de l'ONU. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et de ce point de vue-là, que répond Macron? Vous vivez en France, vous avez vu qu'en France, on n'en parle pas. Mais c'est quand même la solution. On pourrait envoyer effectivement des troupes de l'ONU, des soldats, des casques bleus, et avec des forces militaires qui ne seraient pas nécessairement, ou même pas du tout, de l'OTAN.
On peut très bien avoir des casques bleus venant de Fidji. Vous savez, ce petit pays du Pacifique Sud qui fournit, par exemple, à la FINUL au Liban, il y a des soldats fidjiens, mais aussi des troupes, je sais pas, du Sénégal, du Mali, peut-être de pays d'Amérique latine, mais pas de l'OTAN. Voilà, je pense que c'est une solution, c'est une bonne solution. Et moi, je n'ai pas vu beaucoup de réponses à cette position de Vladimir Poutine. On a un peu à faire un jeu d'échecs. Et moi, ce que je vois, c'est que autant Vladimir Poutine me semble être un joueur d'échecs qui voit 3, 4, 5, 6 coups à l'avance, autant on a l'impression que Macron, c'est même un mauvais joueur de dames. Alors, la relation entre la France et les États-Unis. Sous Joe Biden, personne ne criait à l'ingérence américaine. Tout le monde était content, plutôt. Pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. Mais l'amitié franco-américaine, etc., était célébrée tout le temps. Là, maintenant, donc, on voit tout de suite un certain froid qui s'est installé entre la France et les États-Unis. Comment Trump va gérer cette relation, d'après vous? Alors, je ne sais pas très bien. Vous avez raison de voir, c'est absolument saisissant, la différence de traitement de la relation transatlantique avec Trump et sans Trump. Ça avait déjà été le cas lors de son premier mandat, là, a fortiori. Dans les médias français, et d'ailleurs dans les médias occidentaux en règle générale, c'est haro contre Trump. On a l'impression que tout ce que fait Trump est mal. Si vous voulez le fond de ma pensée, je trouve que, moi, personnellement, je me suis réjoui que Trump soit élu plutôt que Mme Kamala Harris, parce que Kamala Harris, c'était l'État profond directement. Lui, à l'évidence, on voit bien qu'il n'était pas désiré par l'État profond. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'État profond qui, en fait, quand on dit l'État profond, c'est le complexe militaro-industriel, c'est les très grands lobbies, c'est les grands fonds de pension, c'est Big Pharma, c'est tout ce genre de choses. C'est des lobbies divers et variés qui agissent, en fait, pour imposer un agenda mondialiste, du style World Economic Forum, à des populations qui n'en veulent pas. Or, le miracle Trump, c'est que le président des États-Unis s'oppose à ça. Et d'ailleurs, il a quand même échappé à 3 tentatives d'assassinat. Bon. Face à ça, on constate que les médias occidentaux sont, eux, dans la main de cet État profond, comme Macron. De telle sorte qu'effectivement, maintenant, on a une France qui dénigre Trump. Je trouve que Trump, il y a des déclarations de Trump que personnellement, je ne trouve pas très habiles. Voilà, je pense que compte tenu de la situation politique actuelle au niveau mondial, il aurait pu se passer de dire qu'il voulait mettre la main sur le canal de Panama, ou qu'il voulait mettre la main sur le Canada, ou qu'il voulait mettre la main sur le Groenland. Ce sont quand même des sujets... les sujets explosifs sur la situation mondiale sont suffisamment importants pour qu'il n'y ait pas besoin, à mon avis, d'en rajouter. À moins que Trump veuille faire une espèce de grand jeu, de grand échiquier mondial. Certains, vous le savez, prêtent à Trump l'idée de céder à Vladimir Poutine ce que la Russie veut, c'est-à-dire mettre la main, enfin confirmer plus exactement le rattachement de la Crimée et de tout le Donbass des républiques de Luhansk, Donetsk, de la région de l'oblast de Zaporozhye, l'oblast de Kherson, peut-être Odessa, je ne sais pas, à la Russie, et le reste neutralisé. Ça me paraîtrait, c'est à mon avis la solution la plus pacifique. Reste à savoir d'ailleurs si la Pologne, la Hongrie n'en profiterait pas pour demander un petit quelque chose, puisque le nord-ouest de la Pologne le nord-ouest de l'Ukraine aujourd'hui appartenait jadis à la Pologne, et la Hongrie possédait la Ruthénie, qui était on pourrait avoir des petites surprises, à mon avis, dans un règlement où il va falloir de toute façon redéfinir les frontières. Alors, est-ce que Trump est prêt à céder ça? Mais contre quoi? Peut-être contre, justement, la mainmise sur le Groenland, peut-être aussi, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, qui n'est pas très enthousiasmant. Il y a quand même des bruits de bottes sur l'Iran, avec les Houthis au Yémen, enfin, qui sont quand même un peu dangereux, et éventuellement d'une espèce de grand marchandage au niveau planétaire, où Trump dirait à Vladimir Poutine, bon ben, on vous laisse l'Ukraine, maintenant vous nous laissez le Moyen-Orient. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. En attendant, dans tout ça, vous l'avez bien compris, on en parlait tout à l'heure, ben, l'Europe n'existe plus, et c'est ça qui est triste. Parce que ça n'est pas très bon, à mon avis,
de laisser seulement deux grands pays face à face. Je trouve qu'un regard extérieur permet de calmer le jeu. Ça devrait être le rôle de la France. D'ailleurs, on attend peu la Chine en ce moment. Alors la diplomatie chinoise, telle que je la vois, c'est une diplomatie qui est toujours assez prudente, si vous y réfléchissez bien. Il n'y a que deux, trois sujets où ils sont extrêmement sensibles. Il y a le sujet de Taïwan. Il y avait jadis le sujet de Hong Kong, mais qui a été réglé. Il y a le sujet réglé, quoique de temps en temps, il y a des manifestations à Hong Kong. Le sujet de Taïwan, et puis les périphéries, le Tibet et les Ouïghours. Parce que les Chinois savent bien que derrière l'irrédentisme au Tibet ou bien l'affaire des Ouïghours, ce sont nos amis américains qui sont l'État profond. Faut pas l'oublier. Il y a d'ailleurs un bon baromètre pour mesurer quelle est la volonté de l'État profond. Il suffit d'écouter en France M. Raphaël Glucksmann. M. Raphaël Glucksmann, il est le champion de la cause tibétaine, le champion des Ouïghours, il était le champion du rattachement de la Géorgie à l'Union européenne, il est le champion de Zelensky. Donc c'est un parfait porte-parole de l'État profond américain. Voilà, il suffit d'écouter M. Glucksmann, qui d'ailleurs, vous le savez, avait été un proche collaborateur de Saakashvili en Géorgie. Les Chinois, à part ces sujets, sont toujours assez discrets, en fait, assez prudents. Je pense que c'est un pays qui a des milliers d'années de civilisation. Vous savez que c'est le pays du monde qui a la civilisation la plus longue sans interruption, puisque quand on remonte à la toute première dynastie chinoise, bien avant la dynastie des Han, donc avec Qin Shi Huangdi, mais si on remonte, on peut remonter jusqu'à moins 2000 avant Jésus-Christ, à l'époque pharaonique. Et on a toujours les mêmes hiéroglyphes, en fait. Les mêmes signes idéogrammiques, ils ont évolué, mais c'est un peu comme si en Égypte aujourd'hui, on utilisait toujours les hiéroglyphes, voilà. Donc c'est la plus vieille civilisation. C'est le deuxième pays le plus peuplé du monde. Ils viennent d'être dépassés par l'Inde. Ils ont le sentiment d'être une force. En plus, si vous savez comment s'appelle la Chine, ça s'appelle Chankro en chinois, le pays du centre. Et la pensée chinoise, c'est continuons comme ça, assurons la paix, nous redeviendrons, nous sommes déjà redevenus la première puissance du monde. Donc ils ne veulent pas de guerre. C'est une force de paix, et je pense qu'ils ont d'une certaine réticence à se mêler des affaires européennes. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est là où on arrive au cœur des BRICS finalement. BRICS, puisque c'est une nouvelle organisation, l'émergence de BRICS est observée, notamment par les Américains. J'ai attendu 2-3 personnes, notamment qui viennent au dialogue franco-russe, dire que oui, ça serait bien que la France y participe. Que pensez-vous de ça? Je ne vais pas dire le contraire, puisque moi, dans mon programme présidentiel, j'avais proposé que la France sorte de l'Union européenne, mais demande un poste d'observateur au BRICS dans un premier temps, et éventuellement y adhère. Et c'est très logique ce que je dis, parce que quand nous disons qu'on veut sortir de l'Union européenne, ça n'est pas parce que on veut se refermer sur le monde. Ça fait partie de la propagande des trolls, si j'ose dire, des gens qui pensent qu'à partir du moment où on veut sortir de l'Union européenne, c'est comme si on ne voulait plus voir personne. Voilà. Donc non, c'est pas du tout notre objectif. En fait, ce que font les BRICS, si vous y réfléchissez bien, c'est qu'ils essayent de réanimer ce qu'aurait dû être l'ONU. C'est-à-dire de faire une espèce de dialogue international où il n'y ait pas deux poids, deux mesures, où ce ne soit pas le double standard permanent, et où il n'y ait pas un pays du monde qui veuille imposer sa volonté aux autres. Donc l'idée que la France sorte de l'Union européenne, qui est en fait un glacis géopolitique dans la main des Américains. Mais quand on dit des Américains, moi je disais ça pendant 17 ans, j'ai parlé des Américains. Maintenant je suis obligé de distinguer. C'est un glacis géopolitique de l'État profond américain, des néoconservateurs, des gens comme Mme Victoria Nuland, qui n'est plus secrétaire d'État adjoint, mais qui maintenant est à la tête de la National Endowment for Democracy. Mais en revanche, on ne peut plus dire des Américains au sens large, puisque la Maison-Blanche maintenant appartient, à la limite, on pourrait même imaginer que les États-Unis de Donald Trump pourraient adhérer aux BRICS. Cependant, Donald Trump a quand même de temps en temps, même assez souvent, et ça je le regrette, des propos, j'en parlais tout à l'heure sur le Groenland, sur le Panama, sur le Canada, qui me paraissent des propos peu raisonnables et qui peuvent donner à penser que la volonté impérialiste n'a pas disparu. En attendant, je pense que les BRICS
devrait être une situation, une organisation d'avenir, et moi je suis favorable à ce que vous venez de dire. Sur la scène internationale, sur la scène française, il y a beaucoup de candidats qui se disent gaullistes, souverainistes. Il n'y a pas d'alliance entre ces partis-là. Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette alliance soit possible en France? Alors, d'abord, il n'y a pas tant de partis qui se disent gaullistes que ça, et il y en a encore moins qui se disent souverainistes. Pour ce qui nous concerne, nous, à l'UPR, on rejette d'ailleurs ce terme de souverainiste qui ne nous paraît pas très clair, pas très précis, un peu même folklorique. Voilà. Nous, on préfère dire qu'on est un mouvement de libération nationale, parce que nous, notre analyse de la situation, c'est que la France est en fait une puissance colonisée. C'est une espèce de ruse de l'histoire. La France était une puissance coloniale, et en cette fin de XXe siècle et début XXIe siècle, on est devenu une puissance colonisée par les États-Unis d'Amérique et désormais par l'État profond. Voilà, avec des connexions également diverses et variées. Donc ça, c'est un point fondamental. Moi, j'ai créé un parti politique qui a pour objectif fondamental de rendre à la France et aux Français leur souveraineté, leur indépendance nationale. C'est-à-dire de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro, de sortir de l'OTAN, de s'ouvrir sur le monde, par exemple en renouant d'excellentes relations avec la Russie, avec la Chine, avec les BRICS, de retrouver notre monnaie nationale, comme 180 pays du monde, et 150 pays du monde, et d'avoir, ne pas appartenir à une alliance, l'OTAN, qui, à notre avis, n'a plus lieu d'être aujourd'hui et qui est en train de qui s'est transformé en une espèce de police internationale, non même pas au service des États-Unis d'Amérique, mais au service d'une oligarchie qui intervient de façon impérialiste. Alors ça, c'est inscrit dans le marbre de la création du mouvement, hein, dans les statuts du mouvement, dans la charte fondatrice. Il se trouve qu'un certain nombre de partis en France, je pense au Rassemblement national par exemple, ou à M. Zemmour par exemple, déjà ne sont pas d'accord sur ces points-là. Ils veulent rester dans l'Union européenne. Ils veulent rester dans l'euro, ils veulent rester dans l'OTAN. Au moment de la prise de fonction de M. Donald Trump, vous avez vu notamment M. Zemmour et Mme Knafo qui se sont rendus aux États-Unis, qui n'ont pas été reçus par Trump d'ailleurs. Trump, il avait reçu simplement Bernard Arnault, un milliardaire, mais ils n'ont pas été reçus, contrairement à ce qu'ils avaient laissé entendre. Mais ils ont été reçus par le Hudson Institute. Or, le Hudson Institute, c'est une émanation de l'État profond, financée par la CIA, par le fonds Bill et Melinda Gates. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que nous, ça ne nous intéresse pas de faire ça, et nous ne sommes pas un parti de droite, non plus qu'un parti de gauche. On est un parti comme le Conseil national de la résistance en France en 1943-44, l'objectif étant de sortir la France des griffes de l'envahisseur, si j'ose dire. Il faut faire venir, nous on veut pas l'union de la droite ou l'union de la gauche, on veut l'union de tous les patriotes qui veulent sortir la France de l'Union européenne. Voilà. Alors par ailleurs, il y a des petits partis politiques qui se sont créés. Moi j'ai créé mon parti il y a 18 ans, il y en a d'autres qui se sont créés 10 ans après, 15 ans après, il y en a tous les jours qui se créent. Ça, c'est le génie de la division française. Moi, j'ai toujours dit, tout le monde est le bienvenu. Mais il ne faut pas que des partis qui se créent 10 ans après nous prétendent nous diriger et prétendent à la fois faire une alliance avec nous et à la fois faire une alliance avec ces partis comme le Rassemblement national et Zemmour, par exemple. Vous savez, je pense que la situation est tellement grave que c'est pas des combinaisons d'appareils. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que la démocratie en France, elle est totalement malade. Non pas parce qu'il y a des chicayas entre des responsables politiques, c'est tout simplement parce qu'il y a tout un pan de la pensée politique qui est interdite d'antenne dans les grands médias. Voilà. On a vu là ce qui vient de se passer avec la condamnation de Madame Le Pen par la justice. J'ai vu aussitôt des gens qui sont montés au créneau en disant c'est scandaleux, c'est une attaque contre la démocratie. Je ne suis pas d'accord. D'abord, il y a un fait générateur, c'est que il a été confirmé par la justice que le Rassemblement national avait quand même détourné 3 500 000 euros ou 2 500 000 euros. Le Parlement européen demande un remboursement de 3,4 millions. Bon, ça, ce sont des faits objectifs, premièrement.
Deuxièmement, on peut s'interroger sur le bien fondé de la sévérité des condamnations, mais quand on dit qu'on s'attaque à la démocratie, moi, il y a des choses bien plus graves qui s'attaquent à la démocratie que ça. Parce que moi, je n'ai jamais vu qu'on dise qu'il était anormal que, par exemple, en France, à l'Assemblée nationale, il y a 0 député pour le Frexit. Alors que tous les sondages montrent qu'il y a peut-être 35, 40, 45% des Français qui voudraient sortir de l'Union européenne. Il n'y en a aucun député, aucun eurodéputé. Pourquoi? Parce qu'en France, toute la scène politique, elle est occupée soit par les soutiens de Macron, soit à droite ou à gauche, par des partis politiques que l'on présente comme étant d'opposition, mais qui en réalité sont d'accord sur tout le reste. Ils sont d'accord sur l'Union européenne, sur l'euro et sur l'OTAN. Et pour ce qui me concerne, vous avez la gentillesse de me donner la parole, vous avez eu la gentillesse de souligner qu'on fait des très bons scores sur notre chaîne UPR TV. C'est la chaîne d'un parti politique français qui fait le plus de vues. On a dépassé les 110 millions de vues cumulées sur UPR TV. Par exemple, la chaîne du Rassemblement national est à 10 millions de vues cumulées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Mais ils sont invités dans les médias. Mais ils sont invités constamment dans les médias, de telle sorte que l'on voit en France deux sociétés se séparer. D'une part, 80-85% de la population qui continue à regarder les médias mainstream et qui s'effiloche petit à petit au profit de 15% de la population qui, eux, vont se renseigner sur les sites de réinformation que l'on trouve sur Internet, dont, par exemple, vous faites partie. Mais donc, il y a vraiment 2 France qui sont en train d'apparaître et qui ne correspondent pas au clivage droite-gauche, hein, qui correspondent en fait entre les Français qui sont encore victimes de la propagande d'État et ceux qui veulent s'en libérer. Et ce qui est vraiment très grave dans la situation française, c'est que le Rassemblement national, mais c'est également vrai de Zemmour, c'est également vrai de LFI, c'est également vrai du Parti socialiste, etc., sous couvert de s'opposer, en fait, ils ne dénoncent pas la situation telle qu'elle est. Nous sommes au dialogue franco-russe, comme vous avez bien dit. Comment voyez-vous la relation, puisque, bon, sans surprise, aujourd'hui, cette relation est presque inexistante au très très bas niveau. Après 2027, disons, comment vous voyez? Est-ce qu'il y a une évolution d'après vous? Et qu'est-ce qu'on doit faire tous pour améliorer cette relation? Pour ce qui me concerne, j'essaie de faire de mon mieux. Enfin, je crois que je suis de tous les responsables politiques français celui qui a le plus défendu l'amitié franco et qui continue à défendre l'amitié franco-russe. J'ai fait des vidéos pour m'adressant à l'intelligence des gens, en leur demandant de connaître l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Ukraine. Parce que tout ce que l'on raconte aux Français, on inverse la chaîne des causalités. On présente la Russie comme étant l'agresseur, alors que c'est l'inverse qui est exact. D'ailleurs, même le président Trump l'a reconnu. Et c'est formidable. Ça, faut quand même reconnaître que moi, j'avais jamais vu un président des États-Unis qui dit qu'à l'origine, c'est l'OTAN qui a quand même commencé. C'est ça, Mais comme elle change de position tout le temps, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est ça qui est embêtant. Alors que là, pour le coup, il faut reconnaître à la Russie une rectitude dans les positions, dans les buts de guerre qui sont annoncés. C'est ce qui donne la solidité de la position russe. Donc moi, j'essaie de faire de mon mieux. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé 1 400 000 vues, justement sur toutes ces questions. Je m'adresse à l'intelligence des gens. Ce qui est dramatique, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas réfléchir, qui n'ont pas le temps, qui se contentent de ce qu'ils entendent à la télévision, à la radio. Ce qui est sûr, c'est que tant que Macron est à l'Élysée, ça ne changera pas. Voilà, ça c'est certain. Ce qu'il va falloir, c'est à la prochaine élection présidentielle, il y a un grand coup de balai. Et donc là, il y a tout un enjeu qui est derrière, parce que il y a des stratèges derrière tout ça. Il y a des stratèges qui réfléchissent à comment faire du Macron après Macron. C'est-à-dire, en fait, comment maintenir la France sous la domination des néoconservateurs américains. Comment faire pour que la France reste la proie de, justement, tous ceux qui veulent attaquer la Russie. C'est pour ça qu'il y aura probablement, on voit déjà les médias, des instituts de sondage qui sortent des sondages, qui disent que M. Édouard Philippe serait l'homme préféré des Français, ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs, il suffit de parler autour de soi, personne n'en parle, mais on essaie d'expliquer aux Français ça, et puis
Peut-être que Madame Le Pen elle va être dégagée à cause de ses affaires judiciaires, et on entend une petite musique qui est Monsieur Bardella qui la remplace. Donc je pense que la meilleure chose que l'on pourrait faire pour avoir des relations franco-russes au niveau de ce que ce fut jadis, c'est qu'il faut changer le personnel politique français. Il faut que les Français, c'est dans leur tête, il faut qu'ils comprennent que ceux qu'on leur présente comme étant des opposants sont faits pour élire Édouard Philippe. La meilleure façon d'être sûr que Édouard Philippe sera élu pour faire du Macron, c'est de voter pour le Rassemblement national, pour Bardella ou pour Mélenchon. Parce qu'au premier tour, ils feront des très gros scores, mais au deuxième tour, ils seront écrabouillés. C'est pour ça que moi j'ai dit, peut-être avec un peu d'audace, je le reconnais, moi je suis un mauvais candidat de premier tour puisque je suis caché, donc je ne suis connu que par les gens qui vont sur Internet. Mais si les Français avaient l'intelligence de me porter au second tour, je peux vous dire que j'écrabouille Édouard Philippe, comme j'aurais été avec Macron. J'en ai même la preuve. En 2017, quand j'avais été candidat à l'élection présidentielle, Macron a eu 25% du temps de parole à la télévision, moi j'ai eu 0,8%. Mais il y a eu un débat à 11, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et à un moment, il avait été question de Daesh. Et moi j'ai rappelé que Daesh et ISIS, vous savez, au Moyen-Orient, ceux qui avaient écrasé Daesh et ISIS, ce sont les Russes. Alors que les Américains, nous, on nous présente ça comme la catastrophe, mais j'avais rappelé que derrière Daesh et ISIS, c'était des financements des armements israéliens, américains, occidentaux. J'avais mis les pieds dans le plat, comme on dit en français. Et je m'étais tourné vers Macron, qui était candidat, et je lui avais dit, je l'avais pris à partie, je lui avais dit ça. Et il avait été tremblant, il avait répondu « Je suis tout à fait d'accord avec vous ». Vous retrouverez ça sur Internet. Et je lui avais répondu, parce qu'on est de l'inspection des finances, sauf que moi je suis son aîné. Et dans le corps de l'inspection des finances, il me doit le respect. Donc je lui avais répondu, j'avais dit « De toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde ». La France entière avait rigolé. Bon, ça a été un tout petit moment, ça a été vite évacué. Mais moi je peux vous dire que si j'étais dans un débat de deuxième tour face à Macron, face à Édouard Philippe, ils savent qui je suis et ils sauraient très bien que je suis quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît ses dossiers et il est difficile de contredire. Un jour, il y a un journaliste très célèbre qui m'avait dit « Vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité ?» J'avais dit « Ben non, vous allez me le dire ». Il m'avait dit « Parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre ». Merci beaucoup François Asselineau de maintenir le dialogue franco-russe. Merci Irina, vous faites un travail formidable. Merci.